Raphaël Glucksmann, merci d'être notre invité. Merci à vous de m'inviter. Ouais, c'est un vrai plaisir. Donc, on avait pris beaucoup de plaisir à lire votre dernier ouvrage, donc Les enfants du vide, de l'impasse individualiste au réveil citoyen, chez Alary. Donc, on peut dire que vous êtes philosophe. Alors, c'est toujours... Essayiste. Ouais, essayiste. Moi, j'aime bien le nom d'essayiste, c'est des gens qui essayent. D'accord, et toi, t'essayes. Moi, j'essaye, moi. Moi, j'essaye autant que je peux. Mais philosophe, si c'est les gens qui ont fait des études de philosophie, oui, mais... Alors, si on doit en revenir au sens... moi, je connais le mot en arabe qui veut dire filsafa. Donc, filsafa, c'est quelqu'un qui philosophe, tu retrouves l'étymologie de philosophie. C'est juste quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un qui... Donc, au sens peut-être étymologique, peut-être même que philosophe vient de l'arabe, je ne sais pas. C'est un peu du grec. C'est plutôt du grec. Bon, alors, en tout cas, en arabe, on l'a traduit ainsi. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui fait des essais, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, il réfléchit. Donc, on va dire que tu es un essayiste qui réfléchit à notre société actuelle et à l'impasse dans laquelle on est. Donc, en fait, ici, il y a un postulat de base qui dit qu'on est dans une impasse, on est d'accord? Oui, qu'on est dans une crise, qu'on se heurte à des murs, tant sur le plan démocratique que sur le plan écologique, que sur le plan social. En fait, on est dans un moment comme ça où on a l'impression que la démocratie libérale, le système dans lequel on vit, eh bien, n'apporte plus de solutions et en fait, on ne sait plus comment sortir de l'abîme dans lequel on se trouve. Mais ça, c'est un... Alors, si on lit le bouquin, il y a plusieurs choses qui émergent. Donc d'abord, c'est pas que c'est la faute au libéralisme, c'est la faute au libéralisme tel qu'on l'a construit aujourd'hui, le néolibéralisme. C'est ce qui est expliqué finalement. Moi, je ne suis pas ataviquement anti-libéral. Je pense que la philosophie libérale, à l'origine, c'était une pensée de la limite. On cherchait à limiter l'emprise des États, des églises sur nos existences personnelles. Mais aujourd'hui, c'est devenu une doctrine, le néolibéralisme, de l'illimité. On a des individus qui se prennent eux-mêmes comme horizon et qui se croient tout-puissants. On appelle ça l'hubris, du temps des Grecs, c'est-à-dire la démesure. On a des multinationales qui ne respectent plus aucune loi. Et on a une colonisation de ce qu'était l'esprit public par les méthodes, les pensées du privé. Et en fait, une disparition de la figure du citoyen derrière l'homo economicus, l'individu qui ne pense qu'à lui et qui se prend comme horizon de toute chose. Et donc ça, c'est mauvais puisque l'homme, par nature, n'est pas porté à être altruiste. Puis finalement, et c'est ce qu'expliquait un des disciples de Friedman et qui est mentionné ici, c'est que même nos rapports privés finissent par obéir à cette règle de l'homo economicus. En fait, l'homme, il n'est rien. L'homme, il n'est rien, a priori. C'est-à-dire qu'il peut être altruiste. Il dit qu'il n'est pas philosophe. Où il peut être égoïste. Je pense que l'homme, c'est une construction. Naturellement, l'homme, il est aussi bien l'abbé Pierre que le dirigeant de hedge fund véreux qui renvoie les gens chez eux en fumant un cigare et en buvant une vodka. C'est le contexte en fait qui fait l'homme. L'homme, il est aussi bien l'abbé Pierre que Donald Trump. Non, c'est un potentiel, l'homme, qui se réalise dans un sens ou dans un autre. Et donc, il y a des constructions sociales qui vont, et idéologiques et culturelles, qui vont faire qu'on a tendance, à une époque, à aller plus vers un certain modèle d'humanité. Et aujourd'hui, depuis les années 80, en fait, le triomphe des néolibéraux conduit l'homme à se comporter de plus en plus comme un homo economicus, comme un être égoïste, replié sur lui-même. Et ça, c'est la phrase de Margaret Thatcher quand elle disait l'économie fournit la méthode, mais l'objectif reste de transformer les cœurs et les âmes. Et donc, on a eu comme ça une forme de transformation de nos cœurs et nos âmes. On nous a appris la solitude, qui est d'un côté une liberté et de l'autre une servitude. On nous a appris, finalement, à ne compter que sur nous. C'est le « si tu veux, tu peux », qui est la doctrine de notre époque. Et le « si tu veux, tu peux », c'est une forme de négation, en fait, de l'environnement qui nous entoure. Si tu veux, tu peux. Non, c'est pas vrai. Un milliardaire américain comme Warren Buffett, qui n'est pas un gauchiste absolu, c'est pas un militant marxiste-léniniste, il dit quelque chose de très juste. Il dit, si on m'avait posé, moi, dans une situation différente, sociale, culturelle, dans un environnement différent du mien, j'en serais toujours à galérer pour boucler mes fins de mois. Donc, on est aussi le produit. Moi, je suis né dans une famille plutôt aisée, culturellement certainement avantagée, et du bon côté de la barrière en fait, sociale et géographique. Donc,
je dois prendre ça en compte quand j'évalue mes propres performances, non ? Mais est-ce que finalement, on n'a pas aimé se nourrir de toutes ces histoires de self-made men, women qui ont traversé les murs pour pouvoir y arriver ? Mais c'est pas la réalité, Mais si, c'est aussi réel. Bien sûr qu'il y a des self-made men, bien sûr qu'il y a des histoires extraordinaires de gens qui sont sortis des ghettos pour aller au sommet de la hiérarchie sociale. Ça, hein. Et bien sûr, mais parce que c'est des aventures exaltantes et il ne s'agit pas de les nier. Mais ce n'est pas un fait social majoritaire, ça. Et quand on dit qu'on veut abattre les murs des ghettos, ce n'est pas pour qu'un individu en sorte, c'est pour qu'il n'y ait réellement plus ces murs qui nous séparent. Ah oui. Mais... Et alors ici, on parle de ça m'a beaucoup intéressée en tant que fille d'origine méditerranéenne et très, très intéressée par les modèles tribaux. Parler d'un processus d'encapsulation spatiale. L'individualisation des pratiques sociales se traduit dans tous les aspects de notre existence, jusque dans des détails apparemment anecdotiques comme le déclin des jolies colonies de vacances qui accueillaient 2 millions d'enfants par an au début des années 80 contre moins de 800 000 aujourd'hui. En fait, on n'aime plus être ensemble. On a un problème de rencontre avec l'autre. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, on est de plus en plus seul dans notre existence et en même temps, on est beaucoup plus connecté médiatiquement au monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles nos sociétés sont anxiogènes, elles produisent de la peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous croisez de moins en moins l'autre, et dans le même temps, chaque crime qui se produit dans votre pays prend des proportions considérables. Oui, parce que vous êtes informé en direct de chaque crime. Donc vous êtes seul dans votre salon, vous ne connaissez pas l'autre, et vous voyez l'autre commettre des crimes partout. Alors même qu'il y a moins d'insécurité et de violence physique dans notre société que dans les sociétés d'il y a 50 ans, eh bien, on a l'impression qu'on n'a jamais vécu dans un monde aussi violent. Oui, c'est vrai qu'il y a un chercheur, je ne me rappelle plus du nom, Per Stokken, je crois, c'est un Finlandais, qui expliquait qu'on avait finalement, tout allait bien, c'est juste qu'on a pris l'habitude de la catastrophe. On adore faire ça, on adore se complaire dans l'idée que mais tout va pas bien. Si vous sentez que les choses vont mal, alors elles vont mal. Il n'y a pas de réalité en dehors de votre perception. Le problème, c'est que nos sociétés, elles sont malades, mais il faut savoir de quoi elles sont malades. Est-ce qu'elles sont malades d'abord d'une explosion de la criminalité et des dangers, ou est-ce qu'elles sont malades de cette solitude ? Moi, je pense que quand vous traversez, bien sûr, quand vous traversez une forêt, vous êtes seul. Eh bien, chaque bruit qui vous entoure vous fait tressaillir, sursauter, vous avez peur. Si vous êtes en groupe quand vous traversez cette forêt, vous pouvez avoir les sons les plus forts tout autour de vous, vous prêtez même pas attention au bruit qui vous entoure. Et on est dans la même situation face au monde. Ce qui crée notre anxiété permanente, c'est quand on ne s'inscrit plus dans un destin collectif. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour nous de nous effacer. Donc on est refermé sur nous-mêmes, on s'entoure de murs, et ces murs nous font flipper, et donc on va les construire de plus en plus haut, jusqu'à en fait en mourir de nos murs. Et c'est ce que Tocqueville aussi propose comme le terreau du despotisme. Bien sûr. Au plus on est seul et au plus le despotisme a de chances de nous toucher, parce que lui, c'est lui qui érige les murs en fait. Bien sûr. Parce qu'il parle aux nous qui sommes à l'intérieur de ces murs. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de m'interroger sur pourquoi en fait aujourd'hui on a un tel succès des Salvini, des Orban, des Trump, des Brexiteurs. Et prenons au sérieux le phénomène. C'est pas juste que les gens sont devenus fachos ou racistes du jour au lendemain, c'est pas ça qui se produit. Il se produit une attente généralisée dans la population. Une attente de quoi ? Une attente de quelqu'un qui est capable de nous produire une identification collective, de nous apprendre à dire nous. Et comme les progressistes et les gens de gauche ne le font plus, ils n'arrivent plus à produire cette identité collective. Ça jamais été le discours des gens de droite, de toute façon. Et bien là, vous avez des gens de droite qui arrivent et qui disent, si, on va définir un nous, mais un nous qui sera dans l'exclusion de l'autre, un nous qui sera dans l'exclusion de l'étranger, un nous qui sera dans l'exclusion de l'arabe, un nous qui sera dans l'exclusion du migrant, un nous qui se définira par l'exclusion de l'autre. Donc tout l'enjeu pour ceux qui refusent cette identification-là, xénophobe, c'est de produire une autre identification. Et le problème du néolibéralisme, c'est qu'il explique aux gens « Non mais on n'a pas besoin d'identité collective. C'est pas la peine de dire nous. De toute façon, on n'a pas vraiment besoin non plus de politique, puisque si on laisse le marché se faire, les choses évolueront de manière positive toutes seules. Or, c'est faux. On sait aujourd'hui que le cours des choses, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à l'explosion des inégalités sociales, ça aboutit à la crise profonde de la démocratie et ça aboutit surtout à la crise de la Terre en tant que Terre, c'est-à-dire à la catastrophe du réchauffement climatique. On a le GIEC qui nous dit en 2030, on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire ensuite.
Donc on a 12 ans. Voilà, on a 12 ans. Qu'est-ce qui fait que les gens ne réagissent pas assez ? Mais je pense qu'ils commencent à réagir. C'est-à-dire qu'on voit comme ça une prise de conscience un peu partout. C'est pas suffisant par rapport à l'ampleur. On n'a plus que 12 ans. Si dans 12 ans, c'est irréversible... Mais c'est comme une seconde peau. Enfin, on a été, en quelque sorte, conditionné à zapper. Quand il y a 15 000 scientifiques du monde entier qui publient une lettre et qui disent « Attendez, demain, il sera trop tard. Si on n'engage pas maintenant les transformations, eh bien, on va dans le mur. » On est tous dans la même réaction. On lit la lettre, on est stupéfait, on est sidéré, on est choqué. On parle que de ça pendant 3 jours. Tous nos voisins, on les ennuie avec ça. Mais t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qu'ils écrivent. Et bien très vite on zappe parce que Johnny Hallyday meurt, parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a une nouvelle, parce qu'on a une peine de cœur, parce qu'on s'est cassé un bras, parce qu'en jouant au hockey sur gazon, bref, plein de raisons font qu'on passe à autre chose. Mais j'ai une autre proposition. Est-ce qu'on n'a pas pris l'habitude de culpabiliser, dans la dogmatisation, et comme personne n'aime être coupable, on rejette ? Oui, mais est-ce que si on devenait les héros de cette nouvelle histoire, est-ce que ce ne serait pas plus positif comme pédagogie? Oui, mais pour devenir un héros, il faut d'abord prendre conscience du tragique de la situation. Ce n'est pas une affaire de culpabilisation morale, c'est simplement de prendre conscience de la situation. Si on continue tous, chacun d'entre nous, comme on fait aujourd'hui, on va collectivement disparaître. Donc l'enjeu, c'est pas de se sentir coupable, l'enjeu c'est de comprendre qu'on fonce sur un mur pour un moment quand même freiner et changer de direction. Et c'est ça l'enjeu de l'écologie politique. Et donc ça c'est grosso modo, quand on balaye le livre, on a une approche plutôt positive, c'est-à-dire qu'on sent que vous êtes quand même un optimiste. Moi, ça me rappelle un peu, il y a un côté un peu Finker, où il est profondément optimiste, il dit finalement tout va bien, ça pourrait aller mieux, il y a des choses qui sont compliquées, mais finalement c'est nous qui n'allons pas bien, donc travaillons sur nous au lieu d'en vouloir à l'environnement exogène. Alors moi je suis un optimiste un peu différent, moi je pense que tout va mal. Mais qu'on peut faire mieux. Mais qu'on va faire mieux. C'est dans ce sens-là, parce que Finker il dit tout va bien, ça moi, va je pense finalement. Non, ça ne va vraiment pas. Mais Finker il a des statistiques, il dit concrètement le monde va mieux qu'avant. Mais concrètement le monde va mieux qu'avant, simplement concrètement le monde se réchauffe et concrètement il n'ira pas mieux très longtemps et on voit déjà les prémices de la catastrophe sous nos yeux. Mais moi je crois, parce que je suis optimiste et que de toute façon on ne peut pas se payer le luxe du pessimisme, je crois à cette phrase de Hölderlin, qui est un poète allemand et que je mets en exergue du livre. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Là où grandit le péril, grandit aussi ceux qui sauvent. Alors, on va plonger dans le péril et on va se sauver. Ça, c'est la conclusion du livre. On peut y arriver. On peut y arriver. Merci, Raphaël. On va y arriver. Merci, Raphaël Litzman. Merci.